Alors que la guerre en Ukraine continue sans réelle négociation de paix, nous tenterons de comprendre comment les États-Unis utilisent l'Europe comme son bras armé pour affaiblir la Russie. Face au réchauffement climatique, de nombreux experts misent sur une réduction de notre empreinte carbone en rationalisant toutes nos activités. Ce dispositif pourrait engendrer à terme une nouvelle sorte de crédit social. Les scientifiques constatent un écroulement massif et rapide des populations d'insectes en Europe. Cette chute vertigineuse laisse présager une catastrophe environnementale de grande ampleur. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Alors que la guerre en Ukraine continue sa progression, aucune négociation de paix sérieuse ne se profile vraiment du côté occidental. Les États-Unis, comme la France, semblent avoir déserté leur rôle de modérateur. Ce type de position augure-t-il un changement d'époque ? Les dernières affaires ayant entaché l'image d'Emmanuel Macron, comme McKinsey, BlackRock ou Alstom, laissent à penser que sa politique a favorisé les intérêts des États-Unis. Alors, les intérêts de l'Europe doivent-ils nécessairement passer au second plan ? Pour l'Ukraine, Natacha Polony sur Marianne TV s'interroge sur l'absence de débat et pose une question. Comment l'Europe peut-elle défendre ses intérêts sans pour autant se plier à la volonté des États-Unis ? Le 23 mai, l'écrivain Guy Métan, invité par l'association Dialogue franco-russe, apporte une réflexion déjà aboutie sur l'origine de ce conflit. Il amène deux réflexions publiées par le Pentagone en 2019 sur l'extension et le déséquilibre de la Russie et l'extension de la Russie. Selon lui, ces deux documents décrivent tout ce qu'il faut mettre en place pour déstabiliser la Russie et la déconnecter du monde occidental. Selon l'expert, tous les mécanismes à mettre en place pour y parvenir se déroulent exactement dans cette guerre selon ce scénario. Il explique qu'en mars 2019, juste avant l'élection de Zelensky, son conseiller Alexei Arestovitch avait annoncé deux choses. D'abord, pour que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, le prix à payer serait une guerre avec la Russie pour 2021-2022. Ensuite, que si Zelensky ne faisait pas ce qui lui était demandé, il serait éliminé. La Maison-Blanche, elle, n'a rien promis à Zelensky pour son entrée dans l'OTAN, tout juste une porte ouverte. Une stratégie qui ne semble pas si nouvelle, comme l'explique Richard Black, ancien colonel et sénateur républicain. Les États-Unis ont utilisé sur place les factions d'Al-Qaïda, armées par la CIA, pour jouer leur stratège avec une force machiavélique et une violence sans limite. En usant d'un contrôle mondial de tous les médias des discussions sur le sujet, les citoyens lambda n'ont vu que des raisons altruistes au combat. Selon le sénateur Black, la Russie est un pays qui possède des ressources naturelles plus que tout autre sur Terre. Si elle était brisée, il y aurait des fortunes à se faire. Pour lui, Washington utilisera les Ukrainiens, les civils, les femmes, enfants ou militaires jusqu'au dernier pour tenter d'obtenir la victoire américaine. Le sénateur Black prend l'exemple très médiatisé du massacre de Boutcha. Les images diffusées montrent un char repris aux Russes où tous les 30 mètres des cadavres étaient ligotés sur 1 kilomètre. Dans les faits, rien n'est rapporté de leur histoire. Le scandale explose 4 jours après l'arrivée de l'armée ukrainienne et précise que leur branche spéciale de propagande de l'armée ukrainienne était là. Richard Black décrit comme incroyable la maîtrise aérienne des Russes. Il déclare « Ils n'ont pas assommé les systèmes ferroviaires, ils n'ont pas démoli les centrales électriques, jamais bombardé les bâtiments du centre de Kiev, ni le Parlement. Ils ont été incroyablement réservés à propos de ces choses, espérant, contre tout espoir, que la paix puisse être atteinte. Selon lui, la Russie l'emportera. Elle n'a pas le choix. Elle possède des missiles hypersoniques que nous n'avons pas, et peut atteindre n'importe quelle ville des États-Unis en échappant à tous les systèmes de défense américains. Il ajoute qu'on joue une escalade imprudente qui met en danger tous les peuples occidentaux. Depuis Clinton, Obama et maintenant Biden, un filtre politique est appliqué aux officiers militaires. Ces yes men, comme on les appelle, se dévouent plus à leur carrière qu'au péril de leur pays. Selon son expérience des guerres américaines, les atrocités constatées en Ukraine ressemblent aux crimes d'une armée aguerrie à commettre le pire, plutôt qu'à de jeunes engagés russes n'ayant jamais connu la guerre. Une notion revient régulièrement à la table des discussions dès que nous évoquons le réchauffement climatique. Il s'agit de l'empreinte carbone.
Initié en 1997 avec le protocole de Kyoto, cette idée de mesurer et contrôler ses émissions de gaz à effet de serre a fait du chemin et pourrait devenir un indicateur essentiel de notre quotidien. J'y reviendrai plus tard. Alors, cette empreinte carbone semble être un outil primordial pour quantifier l'impact de l'activité humaine sur le dérèglement climatique. Aujourd'hui, cette empreinte carbone peut être calculée à l'échelle des territoires, des entreprises, des secteurs d'activité et même des individus. Elle donne ainsi des pistes d'amélioration pour les consommateurs soucieux de limiter l'impact de leur consommation sur l'environnement. Mais la limite de ce concept semble être pointée du doigt depuis fin 2021, même si un constat s'impose. L'émission du CO2, qui provient de l'activité humaine, est en effet à l'origine d'une multitude d'impacts. Notons tout de même qu'à l'échelle de notre planète, tous les modes de vie n'ont pas le même impact environnemental. Ainsi, le bilan carbone consiste à comptabiliser les émissions pour un territoire donné. Et si son mode de calcul présente l'avantage de donner une idée assez précise de la pollution directe des acteurs économiques du territoire, il y a cependant une limite à cette méthode. Laquelle, me direz-vous? Eh bien, pour comprendre de quoi il retourne, je vous propose de nous pencher sur une étude publiée en 2017 par Howard in Data. Elle mettait en lumière ce qui avait le plus fortement contribué aux émissions de CO2 sur les 2 derniers siècles. Pour donner quelques chiffres, en 2017, l'Asie se plaçait au rang des plus pollueurs avec 19 billions de tonnes de CO2, devant l'Amérique du Nord et l'Europe avec 6 billions de tonnes chacun environ. Loin devant l'Afrique et l'Amérique du Sud à égalité avec 1 billion en moyenne. En observant ces données, on constate que le bilan carbone ne prend pas en compte les émissions liées à l'activité d'un pays lorsqu'elles sont réalisées hors de ses frontières. La conséquence, c'est qu'en ignorant l'impact du mode de vie du pays sur le reste du monde, sur le plan international, parler de bilan carbone induit forcément en erreur. C'est pourquoi depuis plusieurs années, cette méthode est fortement critiquée par les experts. L'étude a montré aussi que tous les pays du groupe à revenus élevés émettent plus que leur part de population, ce qui est l'inverse pour les pays à faible revenu. Il est toutefois possible à partir de ces mesures d'estimer la part des particuliers sur de longues périodes. Nous ne savons pas s'il faut y voir une suite logique, mais le forum de Davos qui s'est tenu le mois dernier parle aussi d'empreinte carbone. Mais pas comme on pourrait s'y attendre. Michael Evans, président du groupe Alibaba, a annoncé qu'il travaillait sur une technologie permettant de mesurer l'empreinte carbone des individus. Elle serait en mesure d'évaluer les déplacements, la manière de s'alimenter, ou encore les différents achats des clients sur la plateforme. Censée participer à la lutte contre le dérèglement climatique, cette idée, qui n'est pas si nouvelle, fait toutefois planer une menace sur les libertés fondamentales et les modes de déplacement. En effet, notre manière de consommer serait conditionnée à notre crédit carbone alloué. Cela pourrait ressembler dans une certaine mesure au crédit social chinois que nous évoquons régulièrement dans notre émission et qui établit un classement entre les bons et les mauvais citoyens en fonction de leur comportement. Alors, faut-il pour autant remettre en question tout système de mesure de l'empreinte carbone des citoyens? Pour plusieurs spécialistes de la question climatique, la création d'un dispositif capable d'estimer les émissions polluantes des individus pourrait permettre de favoriser la transition écologique en assurant un objectif de justice sociale. Audrey Berry, chercheuse au Haut Conseil pour le climat, a plaidé par exemple pour la création d'une carte carbone individuelle qui fixerait une quantité d'émissions carbone déterminée sur une période donnée qu'il n'est pas possible de dépasser. Mais 2 chiffres pointent les inégalités en matière d'émissions de CO2. L'ONG Oxfam, dans son rapport de 2020, explique que les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées. Cette corrélation entre richesse et empreinte carbone semble mettre en lumière une des raisons de résistance à un changement en profondeur du système. Depuis quelques décennies, nous le savons, les insectes disparaissent. Et cela se produit à un rythme inquiétant, comme le confirme le terrible constat des spécialistes, des entomologistes, mais également celui des jardiniers. Certains affirment que la 6e extinction des espèces est en cours. En cause, une agriculture intensive, les dérèglements climatiques ou encore la déforestation. Bref,
Toutes les activités humaines ont leur part de responsabilité dans la disparition des insectes et participent à la perte de la biodiversité mondiale. Mais ce qui est le plus inquiétant encore, c'est l'annonce d'une récente étude attestant de l'amplification du phénomène. Ainsi, au Royaume-Uni, les chercheurs du projet BugLife, une organisation caritative de protection de la nature, viennent de publier de nouveaux résultats. Ils concernent spécifiquement la disparition des insectes volants. L'étude révèle qu'entre 2004 et 2021, le Royaume-Uni a perdu 60% de ses insectes volants. Rappelons le précédent constat des années 2000 où les écologistes affirmaient que 2% de la population mondiale des insectes étaient balayés chaque année de la surface de la Terre. L'étude s'est déroulée suivant un principe simple. Des milliers d'automobilistes bénévoles ont joué les enquêteurs. Ils devaient compter le nombre d'impacts d'insectes au cours d'un voyage sur la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Pour réaliser ce comptage, ils téléchargeaient l'application Bugs Matter sur leur smartphone. À la fin du voyage, ils devaient prendre une photo de la grille de l'éclaboussomètre qui était installée sur la plaque et compter combien d'insectes y étaient échoués. Ce qui rendait le protocole du projet très novateur et intéressant. Notons que les données collectées par l'application précisaient également quelques caractéristiques de trajet, comme les points de départ et d'arrivée, la vitesse moyenne, les paysages traversés, le type de route empruntée, et des précisions sur les dates et heures du voyage. Une condition était toutefois requise, c'est qu'au préalable, les utilisateurs devaient nettoyer soigneusement leur plaque d'immatriculation avant un départ en voyage. Finalement, qu'est-ce que BugLife a démontré? Entre le début et la fin de l'enquête, le nombre d'insectes écrasés sur les plaques d'immatriculation avait diminué de 58%. Pour le comprendre, à titre de comparaison, en 2004, une plaque d'immatriculation percutait en moyenne 0,15 insectes par kilomètre. Et entre 2019 et 2021, il est passé à environ 0,062 insectes. Un chiffre jugé dramatique et alarmant, car il laisse à penser que le nombre total d'insectes volants au Royaume-Uni a diminué d'environ 34% par décennie depuis le début du XXIe siècle. Toutefois, les auteurs des travaux prudents dans l'interprétation de leurs résultats ont corrigé la baisse des invertébrés par des biais liés au type de véhicule, sachant que les poids lourds percutent plus d'insectes que les voitures conventionnelles. Alors, l'Angleterre est-elle la plus touchée? Qu'en est-il des autres pays qui font partie de l'espace européen? Dans une autre étude, parue dans la revue Ecology and Evolution, Anders Möller, biologiste à l'université de Paris-Saclay, a estimé en 2019 cette disparition à partir de données d'impact sur les pare-brises de voitures circulant sur 2 tronçons de route danoise. Il a montré que le nombre d'insectes volant autour de ces 2 voies avait chuté de 80% et de 97% entre 1997 et 2017. La même année, dans Nature, une équipe conduite par Wolfgang Weisser et Sebastian Sebold de l'Université technique de Munich a estimé à partir de prélèvements réguliers dans 150 prairies allemandes que le nombre d'invertébrés, insectes arachnides, myriapodes s'est effondré de 78% entre 2008 et 2017. Parmi les insectes plus touchés, il y a les abeilles, les papillons, les mites, les coléoptères et les libellules. Faut-il finalement y voir le constat d'une biodiversité en chute libre? Ce qui est sûr, c'est que les insectes s'avèrent indispensables à l'équilibre de l'écosystème et à une agriculture productrice et résiliente. Un autre constat semble y apporter une caution. Ainsi, la revue Ecology Letters a montré en Europe, et sur une période de 30 ans, une chute dramatique des espèces d'oiseaux communs, tels que la perdrix grise, l'alouette des champs ou les tourneaux. Or, 80% des plantes sauvages dépendent des insectes pour la pollinisation. Et 60% des oiseaux dépendent des insectes pour se nourrir. Les scientifiques pointent du doigt l'utilisation d'insecticides, la perte d'habitat et de nourriture et bien sûr, le changement climatique. Avec la diminution des pollinisateurs sauvages dans le monde, les scientifiques redoutent la disparition en cascade de la flore et de la faune associée. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.